Je suis Jolene, j'ai 31 ans, et j'ai toujours cru que la famille signifiait un amour inconditionnel. Mon grand-père, William, m'a élevé après la mort de maman, m'inculquant des valeurs que nul argent ne pouvait acheter. Mon père, Thomas, était différent, lorgnant toujours la fortune de grand-père de loin. Aux funérailles, lorsque papa a hérité de 56 millions de dollars, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu ne me sers plus à rien maintenant ». Ce qu'il ignorait à propos du testament allait tout changer en seulement 24 heures. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire me disant d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour savoir comment mon grand-père a déjoué mon père avide d'outre-tombe. Le plus ancien souvenir que j'ai de ma mère, ce sont ses mains douces me brossant les cheveux avant de dormir. Elle s'appelait Sarah, et elle avait les plus beaux cheveux auburn qui captaient la lumière du soleil juste comme il fallait. Je n'avais que 8 ans lorsque le cancer nous l'a enlevé. Les séjours à l'hôpital se sont allongés. Son visage, autrefois si vivant, est devenu plus pâle. Et puis un jour, mon père, Thomas, m'a dit avec des yeux secs qu'elle était partie. Il n'y avait pas de larmes de sa part, juste une explication clinique que maman ne rentrerait pas à la maison. Mon grand-père, William, est intervenu immédiatement. Tandis que mon père s'enterrait dans le travail et reconnaissait à peine mon existence, grand-père William est devenu mon pilier. Il m'a installé dans sa spacieuse maison de la Nouvelle-Angleterre avec ses parquets qui craquent et ses murs remplis de livres. Ta mère adorait cette chambre quand elle avait ton âge, m'a-t-il dit en installant dans ma chambre un lit à baldaquin qui me donnait l'impression d'être une princesse malgré mon chagrin. William Stewart était un homme d'affaires autodidacte qui avait bâti un empire de la construction à partir de rien. Parti de rien, il avait financé ses études universitaires avec des mains calleuses et de la détermination. Au moment où je suis venu vivre avec lui, son entreprise, Stewart Construction, valait des millions, mais on ne l'aurait jamais deviné à son attitude humble. Il a conduit la même Buick pendant 15 ans et m'a appris que la richesse est ce que l'on construit à l'intérieur, pas ce que l'on exhibe à l'extérieur. Mon père, Thomas, était tout le contraire. En tant que fils unique de William, il a grandi en s'attendant à hériter de la fortune familiale. Il travaillait dans l'entreprise mais manquait de la vision et du contact humain de mon grand-père. Les employés respectaient William mais se contentaient de tolérer Thomas. J'entendais mon grand-père dire au téléphone, Thomas a l'intelligence des livres mais n'a pas la fibre pour les affaires. Cela créait une tension constante que je pouvais ressentir même enfant. Tout au long de mon enfance, j'ai fait d'innombrables tentatives pour me rapprocher de mon père. À chaque pièce de théâtre de l'école, je scrutais le public à la recherche de son visage. La plupart du temps, le siège restait vide. Quand il venait, il partait immédiatement après, toujours avec une excuse concernant une réunion importante. J'ai appris à ne plus l'attendre et à chérir plutôt la présence constante de mon grand-père. William n'a jamais manqué un seul événement, s'asseyant toujours au premier rang avec son appareil photo prêt et la fierté rayonnant sur son visage. Quand est venu le temps d'aller à l'université, j'ai choisi l'administration des affaires, espérant que cela pourrait enfin créer un lien avec mon père. Tu vois, papa, je suis tes traces, lui ai-je dit avec enthousiasme lorsque j'ai été accepté dans la même université que lui. Sa réponse fut pour le moins tiède. Les affaires, c'est censé. Ça t'apportera une sécurité financière. Pas de félicitations, pas de fierté, juste une évaluation pratique. Mon grand-père, cependant, m'a emmené célébrer. L'éducation n'est jamais perdue, m'a-t-il dit lors d'un dîner dans mon restaurant préféré. Mais souviens-toi, Jolene, la compétence la plus importante en affaires est de comprendre les gens, pas seulement les chiffres. Il m'a offert un journal relié en cuir ce soir-là. À l'intérieur de la couverture, il avait écrit « Pour voir la véritable mesure d'une personne, observe comment elle traite les autres quand elle pense que personne ne la regarde. » En grandissant, le contraste entre ces deux hommes dans ma vie est devenu plus apparent. Thomas rendait visite à William principalement lorsque des questions d'affaires devaient être discutées. Pendant ces visites, il me saluait d'un signe de tête ou posait des questions superficielles sur mes études. Il n'y avait jamais d'intérêt sincère pour mes réponses. Ses yeux se portaient souvent sur les antiquités et les œuvres d'art dans la maison de mon grand-père, cataloguant mentalement leurs valeurs. William et moi avons développé des traditions spéciales ensemble. Les dimanches matins étaient sacrés, passés à faire des gaufres belges selon la recette de sa mère et à discuter de tout, de la politique à la philosophie. Il mettait ma pensée au défi avec des questions plutôt que d'imposer ses vues. Un esprit doit être exercé tout comme un muscle, disait-il. Ces conversations m'ont façonné plus que toute éducation formelle. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention,
William était assis fièrement dans le public tandis que Thomas prétendait qu'une urgence professionnelle le retenait. Ce soir-là, mon grand-père m'a tendu une petite boîte contenant la bague en saphir de ma grand-mère. Ta mère l'a portée le jour de sa remise de diplôme aussi, a-t-il dit. Des femmes fortes ont porté cette bague pendant des générations. Maintenant, c'est ton tour. Au fil des ans, la santé de William a commencé à décliner. À 78 ans, sa silhouette autrefois robuste est devenue plus frêle, et les médecins lui ont diagnostiqué une insuffisance cardiaque congestive. Sans hésiter, j'ai réemménagé dans ma maison d'enfance pour m'occuper de lui. Mon travail en marketing pouvait se faire à distance, et rien n'était plus important que d'être là pour l'homme qui avait toujours été là pour moi. Soudain, Thomas a commencé à apparaître plus fréquemment. Ses visites, autrefois rares, sont devenues hebdomadaires. Il apportait des vins coûteux et s'asseyait avec William, discutant des affaires et se remémorant le passé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu ressembler à un fils renouant avec son père vieillissant, mais j'ai remarqué comment ces questions revenaient toujours à l'entreprise, au testament et à la planification successorale. William l'a remarqué aussi. Un soir, après le départ de Thomas, mon grand-père a pris ma main. Les gens te montrent qui ils sont, Jolene. Ce n'est pas ton rôle de leur trouver des excuses. Je voulais croire que Thomas développait enfin une réelle préoccupation pour son père, mais au fond de moi, je reconnaissais le schéma de comportement qu'il avait défini tout au long de ma vie. Plus William approchait de la fin, plus Thomas devenait attentif au début potentiel de son héritage. Les mots du docteur m'ont frappé comme un coup physique. 6 mois, peut-être moins. Nous étions assis dans la salle de consultation stérile lorsque le docteur Patel a annoncé que le cœur de William défaillait rapidement. Mon grand-père a reçu le pronostic avec la même dignité qui avait caractérisé toute sa vie. Eh bien, a-t-il dit calmement, nous ferions mieux de profiter au maximum du temps qu'il nous reste. Le jour même, j'ai fait mes cartons et j'ai emménagé de façon permanente dans ma chambre d'enfant. Mes clients en marketing ont été compréhensifs lorsque j'ai expliqué que je devais réduire ma charge de travail pour m'occuper de mon grand-père. J'ai transmis certains projets à des collègues, ne gardant que ceux que je pouvais gérer entre mes responsabilités de soignante. L'argent est devenu plus rare, mais c'était le cadet de mes soucis. L'état de William nécessitait une attention constante. J'ai appris à lui administrer ses médicaments, à surveiller ses niveaux d'oxygène et à reconnaître les signes subtils qui indiquaient les bons jours des mauvais. L'infirmière à domicile, Lydia, venait 3 fois par semaine, mais la majeure partie des soins m'incombaient. J'ai installé un petit bureau dans le coin du salon pour pouvoir travailler tout en lui tenant compagnie. Malgré son corps affaibli, l'esprit de William est resté aussi vif que jamais. Nos conversations se sont approfondies pendant cette période, comme si l'approche de la fin de sa vie avait supprimé tous les filtres. Je n'ai aucun regret concernant l'entreprise, m'a-t-il dit un après-midi alors que la lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées. Mais je regrette la distance avec Thomas. Je me demande si je l'ai poussé trop fort ou pas assez. Je lui lisais ses livres préférés quand il était trop fatigué pour les tenir lui-même. Hemingway, Steinbeck et des biographies de personnages historiques remplissaient nos soirées. Parfois, il m'arrêtait au milieu d'un paragraphe pour partager un souvenir ou une idée que le passage avait déclenché. La vie est une collection d'histoires, Jolene, a-t-il dit une fois. Assure-toi que la tienne vaille la peine d'être racontée. Les bons jours, nous nous asseyons dans le jardin qu'il avait entretenu pendant des décennies. Les roses étaient sa fierté, chaque variété sélectionnée et cultivée avec patience. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps, expliquait-il en m'enseignant les techniques de taille appropriées depuis son fauteuil roulant. Souviens-toi de ça avec les gens aussi. Les meilleurs révèlent leur beauté lentement. Pendant ces mois, Thomas a commencé à rendre visite 2 fois par semaine, apportant parfois des plats à emporter coûteux que William pouvait à peine manger avec son appétit diminué. J'ai remarqué comment mon père abordait nonchalamment les questions d'affaires pendant ses visites. Le contrat Jefferson est presque finalisé, disait-il. Les marges bénéficiaires semblent excellentes pour les 5 prochaines années. William écoutait poliment, mais je surprenais le regard entendu qu'il me lançait parfois. Après une de ses visites, il m'a demandé de l'aider à aller dans son bureau. Une fois la porte fermée, il a dit, « J'ai besoin que tu appelles Harold Jenkins. Il est temps de revoir quelques papiers. » Harold était l'avocat de William depuis plus de 40 ans, une relation d'amitié autant que professionnelle. L'avocat âgé est arrivé le lendemain, apportant avec lui une mallette remplie de documents. Ils ont passé 3 heures à huis clos pendant que j'attendais anxieusement à l'extérieur,
respectant leur vie privée malgré ma curiosité. Quand Harold est sorti, il m'a tapoté doucement l'épaule. « Votre grand-père est un homme sage, Jolene. Il l'a toujours été. » Il a décliné mon offre de thé, disant qu'il avait tout ce dont il avait besoin pour l'instant mais qu'il me recontacterait bientôt. Cette nuit-là, William semblait plus en paix. « Promets-moi quelque chose », a-t-il dit alors que j'ajustais ses oreillers avant de dormir. « Promets que tu vivras selon tes propres valeurs, pas selon les attentes des autres. »« Je le promets », ai-je murmuré, retenant mes larmes. « Et encore une chose, » a-t-il ajouté, sa voix soudainement plus forte. « Ne t'inquiète pas pour ton avenir. J'ai fait en sorte que l'on s'occupe de toi. » J'ai supposé qu'il parlait sur le plan émotionnel ou spirituel, n'imaginant jamais l'interprétation littérale que ces mots prendraient plus tard. Alors que l'état de William se détériorait, les visites de Thomas devinrent encore plus fréquentes. Il commença à apporter des documents de l'entreprise pour que William les examine malgré les avertissements du médecin sur le stress inutile. « Papa a besoin de rester connecté à ce qu'il a bâti », insista Thomas lorsque je m'y opposais. Je remarquai comment il étudiait le programme de médicaments de William, posant des questions détaillées sur la progression de la maladie. Pendant cette période, William insista pour avoir plus de réunions privées avec Harold. Parfois, il parlait à voix basse, se taisant quand j'entrais dans la pièce. Une fois, j'ai entendu William dire fermement « Il doit apprendre. C'est la seule façon. » La dernière semaine est arrivée plus soudainement que les médecins ne l'avaient prédit. William devint alité, sa respiration laborieuse malgré l'oxygène. Je le quittais à peine, dormant sur un lit de camp à côté de son lit. Thomas venait quotidiennement maintenant, son inquiétude semblant sincère à l'approche de l'inévitable. La dernière nuit, lors d'un rare moment où Thomas était sorti pour prendre un appel, William me fit signe de m'approcher. Sa voix était à peine audible. « Souviens-toi de qui tu es, Jolene. Le sang ne fait pas toujours la famille. » Il me serra la main avec une force surprenante. La vérité a une façon de se révéler d'elle-même. William Stewart s'est éteint paisiblement dans son sommeil à 3h17 du matin, un mardi d'octobre. Je lui tenais la main, lui parlant du lever de soleil qui allait bientôt apparaître, quand j'ai réalisé que sa poitrine avait cessé de se soulever. Un silence profond a rempli la pièce, rompu seulement par mes sanglots silencieux. J'ai d'abord appelé l'infirmière de l'hospice, puis Thomas. Mon père a répondu d'une voix ensommeillée, mais sa voix s'est immédiatement aiguisée lorsque je lui ai annoncé la nouvelle. « J'arrive tout de suite », a-t-il dit. « N'appelle personne d'autre pour l'instant. » Thomas est arrivé vêtu d'un costume malgré l'heure matinale. Après que le médecin a confirmé le décès et soit parti, mon père a fait quelque chose qui m'a semblé bizarre. Avant même de reconnaître mon chagrin, il a commencé à ouvrir les tiroirs du bureau et à vérifier les étagères. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé à travers mes larmes. « Je cherche le testament », a-t-il répondu d'un ton neutre. Papa avait mentionné en garder une copie à la maison. Alors que j'étais assise, sous le choc, près du lit de mon grand-père, Thomas a passé des appels aux membres du conseil d'administration de l'entreprise et au salon funéraire, prenant les choses en main avec une efficacité qui semblait inappropriée compte tenu des circonstances. Il n'y avait pas de place pour le deuil dans ses actions, seulement des affaires à régler. À ce moment-là, je me suis senti plus seul que jamais. Le matin des funérailles de William est arrivé avec un ciel sombre de circonstances. Des nuages gris pendaient bas, menaçant une pluie qui ne s'est jamais vraiment matérialisée, tout comme les larmes que mon père n'a jamais vraiment versées. Stewart Construction a fermé pour la journée par respect, et le parking du salon funéraire débordait de voitures. William avait touché d'innombrables vies, des employés à qui il avait donné une seconde chance aux clients devenus amis au fil de décennies de relations d'affaires. Je portais la simple robe noire que mon grand-père avait complimentée des années auparavant. L'élégance ne crie pas, m'avait-il dit. Puis Thomas est arrivé avec son assistant, un jeune homme prenant frénétiquement des notes sur les personnes présentes et les relations d'affaires qui étaient là. L'église était plus que pleine. Des gens se tenaient le long des murs et débordaient dans le hall. J'étais assise au premier rang, une boîte de mouchoirs serrée dans mes mains tremblantes. Thomas était assis à côté de moi, vérifiant sa montre périodiquement comme s'il avait un rendez-vous plus important à suivre. Quand est venu le moment des éloges funèbres, Thomas a parlé le premier. Son discours était soigné et professionnel, se concentrant principalement sur le sens des affaires de William et l'héritage de l'entreprise. Il a utilisé des expressions comme « gérance financière » et « leadership sur le marché », qui sonnaient creux dans cet espace sacré.
Il n'y avait aucune mention de William en tant que père ou grand-père, aucune anecdote personnelle qui révélait l'homme derrière le succès. Quand mon tour est venu, mes jambes semblaient en bois alors que je m'approchais du pupitre. En regardant la mère de visage, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler avec mon cœur. Mon grand-père mesurait la richesse non pas en dollars mais en moments, ai-je dit. Il m'a appris que le véritable héritage d'une personne est l'amour qu'elle laisse derrière elle. J'ai partagé des histoires de gaufres du dimanche, de leçons de vie dans le jardin, et de la force tranquille qu'il a montrée dans ces derniers jours. Pendant tout le service, j'ai remarqué un monsieur âgé que je n'ai pas immédiatement reconnu. Il était assis près du fond, ses cheveux argentés soigneusement peignés, sa posture respectueuse mais en quelque sorte vigilante. Ce n'est que lorsqu'il s'est approché de moi par la suite que j'ai réalisé que c'était Harold Jenkins, l'avocat de William. Bien que nous nous soyons rencontrés pendant la maladie de mon grand-père, son apparence avait quelque peu changé, le rendant initialement méconnaissable. Un service magnifique, a dit Harold, me serrant chaleureusement la main. William aurait apprécié vos paroles, surtout les vôtres, Jolene. Il m'a tendu sa carte. Il y aura une lecture du testament demain à 14 h à la maison de William. Veuillez être ponctuel. Thomas a entendu cet échange et s'est immédiatement immiscé dans la conversation. J'ai complètement libéré mon emploi du temps, a-t-il dit à Harold. Les papiers de transfert de l'entreprise seront-ils prêts également? L'expression d'Harold est restée neutre. Tous les documents pertinents seront présentés demain, Monsieur Stewart. Sa formalité avec mon père contrastait vivement avec la chaleur qu'il m'avait montrée. La réception qui a suivi les funérailles a eu lieu à la maison de William, notre maison. Des traiteurs avaient transformé le salon en un espace de rassemblement élégant mais sobre. Je me déplaçais dans la foule dans un état second, acceptant les condoléances et partageant de brefs souvenirs de mon grand-père avec les invités. Thomas, pendant ce temps, se regroupait dans les coins avec des associés, leur conversation semblant inappropriée pour l'occasion. Plusieurs fois, j'ai entendu des phrases comme « opportunité de restructuration » et « transition de leadership ». Mon père semblait mener des réunions d'affaires sous le couvert du deuil. Le soir, la maison s'était vidée, à l'exception de Thomas et moi. J'ai commencé à nettoyer malgré les assurances des traiteurs qu'il reviendrait le matin pour finir. L'activité donnait un but à mes mains tandis que mon cœur se sentait vide. « Tu devrais faire tes valises ce soir », a dit Thomas brusquement alors que je ramassais des verres vides dans le bureau. Je me suis figé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Après la lecture du testament demain, j'emménagerai. Cette maison a toujours été destinée au PDG de l'entreprise. » Son ton était neutre, comme s'il discutait d'une simple question logistique plutôt que de déraciner ma vie. « Mais c'est ma maison », ai-je protesté. « Je vis ici depuis l'âge de 8 ans. » En tant qu'invité de mon père, a corrigé froidement Thomas. « La propriété appartient à la succession, qui me sera transférée en tant qu'héritier. Tu devras trouver ton propre logement. » Le sommeil m'a échappé cette nuit-là. Je suis resté éveillé dans ma chambre d'enfant, entouré de souvenirs, essayant de digérer non seulement mon chagrin mais aussi la cruauté choquante du comportement de mon père. Le matin, mes yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, mais je me suis forcé à paraître composé pour la lecture du testament. À 14 h précises, les parties désignées se sont rassemblées dans le bureau de William. Thomas était déjà assis derrière le bureau, une prise de territoire symbolique qui n'a pas échappé à Harold, qui a haussé un sourcil mais n'a rien dit. Plusieurs cadres de l'entreprise étaient présents ainsi que le conseiller financier de la famille et moi-même. Harold a posé sa mallette sur le bureau et en a sorti un épais document. « Je vais maintenant lire le dernier testament de William Edward Stewart », a-t-il annoncé formellement. Le silence s'est fait dans la pièce. Les dispositions initiales étaient standards, concernant les arrangements funéraires et de petits légaux personnels fidèles. Thomas s'agitait avec impatience jusqu'à ce qu'Harold atteigne la clause principale de l'héritage. À mon fils, Thomas William Stewart, je lègue la société Stewart Construction et tous ses avoirs, évalués à environ 56 millions de dollars, ainsi que la maison familiale et son contenu. Le visage de Thomas s'est transformé instantanément. L'impatience a disparu, remplacée par une satisfaction triomphante. Il s'est redressé sur sa chaise, se comportant déjà différemment. En tant que nouveau multimillionnaire qu'il était devenu, les cadres ont murmuré « Félicitations », tout en me lançant des regards inquiets. Je suis resté parfaitement immobile, les mains jointes sur mes genoux. Bien que je ne m'attendisse jamais à un grand héritage, l'absence totale de mon nom jusqu'à présent ressemblait à un abandon final. Mon grand-père m'avait-il oublié après tout ?
Harold a continué à lire, détaillant diverses donations caritatives et transitions commerciales. La réunion s'est terminée, et les gens ont commencé à rassembler leurs affaires pour partir. Thomas est resté assis, souriant maintenant ouvertement. Alors que la pièce se vidait, je me suis approché d'Harold. « C'est tout ?» ai-je demandé doucement, essayant de garder ma voix stable. Avant qu'Harold ne puisse répondre, Thomas est intervenu. « Tu as tout entendu, Jolene. L'entreprise et la succession me reviennent. » Il s'est levé et a boutonné sa veste de costume. « Je te donne jusqu'à demain pour enlever tes affaires. J'ai des entrepreneurs qui viennent commencer les rénovations lundi. » Harold a observé cet échange avec une expression indéchiffrable. « Monsieur Stewart, peut-être aimeriez-vous examiner le document complet à votre guise, a-t-il suggéré, offrant à Thomas le dossier épais. « J'ai saisi les parties importantes, a répondu Thomas avec dédain. « Demandez à votre bureau d'envoyer le résumé. » Il s'est tourné vers moi. « Quant à toi, tes services en tant que gardienne ne sont plus requis. Tu n'étais utile que pendant que mon père avait besoin de soins. Tu ne sers plus à rien maintenant. » La cruauté de ces mots m'a coupé le souffle. Des années à chercher l'approbation de cet homme se sont effondrées autour de moi alors que je le voyais enfin complètement démasqué. C'était là le véritable visage de mon père, quelqu'un qui pouvait rejeter son unique enfant sans la moindre hésitation une fois qu'elle ne servait plus à rien. Alors que les autres sortaient, Thomas est resté pour prendre un appel téléphonique. Je me tenais dans l'embrasure de la porte du bureau qui avait été le sanctuaire de mon grand-père, regardant mon père poser ses pieds sur le bureau ancien avec un mépris désinvolte pour son histoire ou sa valeur. Sa voix portait alors qu'il parlait. « Oui, j'ai tout eu. » Le vieil homme a finalement cédé. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Un dernier fil d'espoir qu'il puisse y avoir une rédemption pour notre relation. Je me suis détourné, les larmes brouillant ma vision, et j'ai commencé le processus douloureux de décider quel morceau de ma vie je pourrais faire tenir dans une valise d'ici le matin. Le lendemain matin s'est levé avec une clarté douloureuse. J'avais passé la nuit à trier 23 ans de souvenirs, essayant de déterminer ce que je pouvais emporter et ce que je devrais laisser derrière moi. Chaque objet portait une histoire, un lien avec le grand-père qui m'avait élevé. La boîte à musique antique qu'il m'avait offerte pour mon 16e anniversaire. La collection de coquillages que nous avions ramassés lors de nos voyages d'été à Cap Cod. Les couvertures tricotées à la main que ma grand-mère avait faites avant ma naissance. Je venais de placer le dernier de ces trésors dans ma deuxième valise quand j'ai entendu des voix inconnues en bas. En suivant les bruits, j'ai découvert 2 gardes de sécurité en uniforme dans le hall qui parlaient avec Thomas. « Ah, te voilà », a dit mon père quand il m'a remarqué dans les escaliers. « Ces messieurs superviseront la transition de la propriété. Ils t'escorteront dehors quand tu seras prête. » Son ton était professionnel, comme s'il s'adressait à un intrus plutôt qu'à sa fille. « Tu as engagé la sécurité pour me faire sortir de ma propre maison. » ai-je demandé, l'incrédulité colorant ma voix. « Une précaution standard lors des transitions de propriété, » a-t-il répondu doucement. « Rien de personnel. » Mais c'était personnel. Tout dans cette situation était profondément, douloureusement personnel. J'ai remarqué un serrurier travaillant sur la porte d'entrée. « Tu changes déjà les serrures ?» Ma voix s'est brisée malgré mes efforts pour rester calme. Naturellement. La propriété contient des biens de valeur. Thomas a vérifié sa montre avec impatience. Combien de temps te faut-il encore? J'ai des réunions cet après-midi. Les gardes de sécurité semblaient mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre et évitant mon regard. Ils faisaient simplement leur travail, mais leur humanité reconnaissait la cruauté qui se déroulait sous leurs yeux. J'aurais besoin d'aide avec ça, ai-je dit, désignant mes valises. L'un des gardes s'est immédiatement déplacé pour aider, le soulagement évident sur son visage d'avoir une tâche concrète. Alors que nous descendions les escaliers, les souvenirs m'ont submergé à chaque pas. Cette rampe sur laquelle j'avais glissé enfant, malgré les douces réprimandes de William. Le mur où des marques de crayon suivaient ma croissance au fil des ans. Le coin lecture où mon grand-père et moi avions passé d'innombrables heures à partager des livres et des idées. Thomas se tenait près de la porte, les clés à la main, clairement désireux de prendre pleinement possession de son prix. Alors que le garde chargeait mes valises dans ma modeste Honda, j'ai jeté un dernier regard autour du hall d'entrée. Le lustre en cristal captait la lumière du matin, dispersant des arcs-en-ciel sur le parquet. Combien de fois mon grand-père m'avait-il montré ces motifs arc-en-ciel pour me ravir quand j'étais enfant? C'est tout, a demandé Thomas,
son impatience à peine dissimulée. J'ai hoché la tête, incapable de parler à travers le nœud dans ma gorge. Bien. Les avocats de l'entreprise te contacteront s'il reste des formalités. Il a tendu la main mécaniquement comme pour conclure une réunion d'affaires. J'ai fixé la main offerte mais ne l'ai pas prise. Certaines prétentions étaient trop creuses pour être maintenues. Sans un mot, je suis passé devant lui et j'ai franchi la porte de la seule vraie maison que j'ai jamais connue. Le garde de sécurité qui avait porté mes bagages m'a fait un signe de tête sympathique. « Je suis désolé, mademoiselle », a-t-il dit doucement, hors de portée de voix de Thomas. Le trajet jusqu'à l'auberge Lakeside Inn fut un brouillard de larmes et d'incrédulité. J'avais choisi cet hôtel au prix modeste car il offrait des tarifs hebdomadaires, et j'avais besoin de temps pour réfléchir à mes prochaines étapes. Mes économies ne dureraient pas longtemps, surtout avec mes revenus réduits pendant les mois où j'avais pris soin de William. La chambre d'hôtel était propre mais impersonnelle. Ses murs beiges et ses œuvres d'art génériques, un contraste frappant avec la maison pleine de caractère que je venais de quitter. J'ai placé la couverture de ma grand-mère sur le lit, une petite tentative pour rendre l'espace moins étranger. Puis je me suis assise près de la fenêtre et je me suis enfin permis de m'effondrer complètement. Le chagrin venait par vagues, non seulement pour William maintenant, mais aussi pour le père que je n'avais jamais vraiment eu et la sécurité que j'avais perdue en un seul coup cruel. Le ciel s'est assombri dehors alors que je restais assise, immobile, des souvenirs défilant comme un film derrière mes yeux. Au moment où je me suis ressaisi pour déballer l'essentiel, il était passé minuit. Le sommeil refusait de venir. Je me tournais et me retournais dans ce lit inconnu, mon esprit tourbillonnant de questions et de peurs. Que allais-je faire maintenant? Où allais-je vivre à long terme? Comment mon propre père pouvait-il être si insensible? Mon grand-père ne m'avait-il vraiment rien laissé, pas même un message d'adieu? Le matin est arrivé avec une lumière fluorescente crue et les bruits lointains des chariots de ménage dans le couloir. Je me suis forcé à prendre une douche et à me changer, accomplissant les gestes de la normalité tout en me sentant tout sauf normal à l'intérieur. Mon téléphone affichait plusieurs appels manqués d'amis qui avaient assisté aux funérailles, mais je ne pouvais pas encore supporter d'expliquer ma situation. À la place, j'ai appelé Angela, ma meilleure amie depuis l'université, qui vivait dans une ville voisine. « Puis-je venir rester chez toi quelques jours ?» ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. « Juste le temps que je m'organise. » « Bien sûr », a-t-elle répondu sans hésitation. « Que s'est-il passé ? » ?»« Je t'expliquerai quand je te verrai, » ai-je promis, sachant que l'histoire complète nécessiterait une conversation en personne. Après avoir pris des dispositions pour m'installer dans la chambre d'amis d'Angela ce soir-là, j'ai commencé à rechercher des appartements à louer dans la région. Les prix m'ont choqué, bien plus élevés que ce que j'avais prévu. Mon entreprise de marketing avait souffert pendant les mois de soins, et reconstruire ma clientèle prendrait du temps. L'avenir s'étendait devant moi, incertain et intimidant. Mon téléphone a sonné juste après midi, affichant un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, supposant que c'était un télévendeur, mais un instinct m'a poussé à répondre. Jolene Stewart a demandé une voix formelle. « Oui, c'est bien moi. Ici Patricia du cabinet d'avocats de Harold Jenkins. Monsieur Jenkins aimerait vous rencontrer cet après-midi si vous êtes disponible. » Mon cœur a fait un bond. A-t-il dit de quoi il s'agissait? Seulement que cela concerne la succession de votre grand-père et que c'est d'une importance urgente. Nous avons convenu d'un rendez-vous à 15 heures. J'ai passé les heures qui ont suivi à spéculer sur le but de la réunion. Peut-être y avait-il un petit legs après tout, quelque chose qu'Harold n'avait pas mentionné lors de la lecture formelle. Ou peut-être y avait-il des objets personnels que William m'avait spécifiquement désignés. Le cabinet d'avocats était situé dans un bâtiment historique du centre-ville. Son intérieur était une étude d'élégance à l'ancienne. Des boiseries sombres tapissaient les murs, et des livres de droit reliés en cuir remplissaient les étagères intégrées. J'ai donné mon nom à la réceptionniste et j'ai été immédiatement conduite au bureau privé d'Harold. L'avocat âgé s'est levé pour me saluer, son expression plus chaleureuse que le comportement professionnel qu'il avait maintenu lors de la lecture du testament. « Merci d'être venu si vite, Jolene », a-t-il dit, me désignant une chaise confortable en face de son bureau. Je suppose que vous avez eu des 24 heures difficiles. La simple reconnaissance de ma douleur a libéré quelque chose en moi. À ma grande honte, des larmes me sont montées aux yeux. Oui, ai-je réussi à dire. Thomas m'a fait escorter par la sécurité ce matin. Les sourcils d'Harold se sont levés. Vraiment?
Il a pris un portefeuille en cuir sur son bureau. C'est un timing très intéressant. Que voulez-vous dire? Un petit sourire se dessina au coin de sa bouche. Votre père a-t-il seulement lu le testament complet? La question d'Harold est restée en suspens entre nous. Je le fixais, la confusion remplaçant momentanément mon chagrin. Le testament complet? J'étais là pour la lecture. Thomas a tout hérité. L'entreprise, la maison, tous les actifs d'une valeur de 56 millions de dollars. L'avocat âgé s'est penché en arrière dans son fauteuil, les doigts joints sous son menton. Oui, les dispositions principales ont été lues à voix haute, comme c'est la coutume. Mais Thomas a-t-il pris la peine de revoir le document complet par la suite? Les conditions et les clauses? Il a dit à Harold d'envoyer un résumé à son bureau, me suis-je souvenu. Il a dit qu'il avait saisi les parties importantes. Un petit rire a échappé aux lèvres d'Harold. Ah, voilà le Thomas Stewart que je connais depuis 30 ans. Toujours trop impatient pour les détails. Il a ouvert le portefeuille en cuir et a sorti un épais document relié en bleu. Votre grand-père avait anticipé ce comportement exact. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Que voulez-vous dire? William et moi avons passé beaucoup de temps à rédiger ce testament, en particulier au cours de la dernière année alors que sa santé déclinait. Harold a mis ses lunettes de lecture et a tourné à une page marquée. L'héritage va en effet à Thomas, mais avec des conditions très spécifiques. Il s'est éclairci la gorge et a commencé à lire. Le legs à mon fils, Thomas William Stewart, est conditionné à son accord de subvenir à vie aux besoins de ma petite-fille, Jolene Sarah Stewart, y compris, mais sans illimité, le logement à la résidence familiale, une allocation mensuelle de 10 000 $ pour les frais de subsistance, et la couverture de tous les frais d'éducation et de santé qu'elle pourrait encourir. Ma bouche s'est ouverte. Harold a continué à lire. Si Thomas ne remplit pas ses obligations à tout moment, ou s'il agit d'une manière qui cause une détresse ou une difficulté significative à Jolene, la totalité de la succession, y compris Stewart Construction et tous les avoirs associés, sera immédiatement transférée à Jolene Sarah Stewart. La pièce semblait tourner autour de moi. Mais il a déjà violé cette condition. Il m'a mise à la porte ce matin. Les yeux d'Harold ont pétillé. Précisément. Et ce faisant, moins de 24 heures après la lecture du testament, il a manqué à la condition principale de son héritage. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ai-je demandé, à peine capable de traiter les implications. Cela signifie, ma chère, que selon les termes juridiquement contraignants du testament de votre grand-père, vous êtes maintenant l'unique propriétaire de Stewart Construction et de tous les actifs associés, évalués à environ 56 millions de dollars. J'ai eu le souffle coupé, ma main volant vers ma bouche. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur. Harold a enlevé ses lunettes. William connaissait son fils mieux que quiconque. Il m'a spécifiquement dit, Thomas montrera son vrai visage en moins d'une semaine, probablement en moins d'un jour. Sa prédiction était tout à fait exacte. Mais pourquoi ne pas tout me laisser directement? Me suis-je demandé à voix haute. Votre grand-père était un homme sage qui comprenait la nature humaine. Il voulait donner à Thomas une dernière chance de faire ce qu'il fallait, d'être le père qu'il aurait dû être depuis le début. L'expression d'Harold s'est adoucie. Mais il voulait aussi vous protéger, c'est pourquoi il a créé ce mécanisme. Est-ce que Thomas est au courant de ça? Harold a secoué la tête. Non, et sa réaction devrait être assez éclairante. Votre père était trop pressé de compter ses millions pour prendre la peine de lire le document qui les lui accordait. Un petit rire lui a échappé. En 40 ans de pratique du droit, j'ai rarement vu la justice se rendre aussi rapidement. La prise de conscience de ce qui s'était passé a commencé à s'installer. Mon grand-père ne m'avait ni oublié ni abandonné. Bien au contraire, il avait créé un test ingénieux que mon père avait rapidement échoué. La maison dont j'avais été expulsé ce matin était maintenant légalement la mienne. L'entreprise qui avait toujours été juste hors de ma portée était maintenant ma responsabilité. Je ne sais pas comment diriger une entreprise de construction, ai-je dit, la panique perçant dans ma voix. William a également pensé à cela. Harold a sorti un autre document de son portefeuille. Cette lettre explique ses souhaits pour votre transition. Il suggère de conserver l'équipe de direction actuelle pendant que vous apprenez le métier, avec des recommandations spécifiques pour des mentors au sein de l'entreprise. Il avait une grande confiance en vos capacités, Jolene. Des larmes ont de nouveau rempli mes yeux,
bu elles étaient différentes de celles que j'avais versées dans la chambre d'hôtel. C'était des larmes de gratitude, de me sentir vu et valorisé par l'homme qui m'avait élevé. Il y a plus, a continué Harold. William a laissé des messages vidéo pour vous et Thomas. Il a demandé qu'ils soient visionnés ensemble, en ma présence. Je propose que nous organisions cette réunion pour demain matin. Doit-on vraiment le faire ensemble, ai-je demandé, redoutant une autre confrontation avec mon père. Votre grand-père a été très précis sur cette exigence. Je crois qu'il voulait que Thomas soit témoin de votre réaction, et vice-versa. Harold a consulté son calendrier. Disons 10 heures demain matin dans la salle de conférence ici? J'ai hoché la tête, toujours submergé par ce retournement de situation. En attendant, a dit Harold, me tendant une carte de visite, voici les coordonnées de la société de sécurité de la succession. Vous voudrez peut-être qu'il vous retrouve à la maison plus tard dans la journée. Pour faire quoi? Un sourire a traversé son visage buriné. Pour rechanger les serrures, bien sûr. C'est votre maison maintenant, Jolene. En quittant le cabinet d'avocat, le monde semblait différent d'une manière ou d'une autre. Les mêmes rues que j'avais parcourues dans le désespoir ce matin semblaient maintenant pleines de possibilités. J'ai appelé Angela pour annuler mon séjour, expliquant brièvement que les circonstances avaient radicalement changé. « Est-ce que ça va ?» a-t-elle demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Je pense que ça ira », ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis des jours, je pense que ça ira. Mon appel suivant a été pour la société de sécurité. Ils ont accepté de me retrouver à la maison à 17 heures pour changer les serrures et mettre à jour le système de sécurité. Le représentant n'a pas semblé surpris par ma demande, me faisant me demander si Harold ne les avait pas déjà alertés de la situation. Je me suis rendu à la propriété, répétant lentement ce que je dirais si Thomas était encore là. Une partie de moi espérait qu'il serait parti, reportant notre confrontation inévitable à la réunion officielle de demain. Une autre partie voulait assister à sa réaction lorsqu'il apprendrait à quelle vitesse ses actions lui avaient tout coûté. En entrant dans l'allée circulaire, j'ai remarqué la Mercedes noire et élégante de Thomas toujours garée près de la porte d'entrée. Mon estomac s'est noué d'anxiété, mais je me suis forcé à continuer. C'était ma maison maintenant, pas la sienne. Mon grand-père l'avait clairement indiqué de la manière la plus définitive qui soit. L'équipe de sécurité est arrivée pile à l'heure, 3 agents en uniforme dans une camionnette de l'entreprise. Je les ai rencontrés à l'entrée, expliquant que la propriété m'avait été légalement transférée et leur montrant le document qu'Harold m'avait fourni comme preuve. Nous devrons informer l'occupant actuel du changement de statut, a expliqué l'officier en chef de manière professionnelle. J'ai hoché la tête. Je comprends. Thomas a ouvert la porte lui-même, son expression passant de l'agacement au choc en me voyant avec l'équipe de sécurité. Que signifie tout ceci, a-t-il exigé. L'officier en chef s'est avancé. Monsieur, nous avons été autorisés à changer les protocoles de sécurité de cette propriété à la demande de la nouvelle propriétaire légale, mademoiselle Jolene Stewart. Le visage de Thomas est devenu rouge. C'est ridicule. Je suis le propriétaire de cette propriété depuis hier. Je crains qu'il y ait eu un développement concernant le testament, papa, ai-je dit, trouvant de la force dans la vérité. Tu devrais peut-être contacter Harold Jenkins pour des éclaircissements. Il y avait une condition à ton héritage que tu as violée en m'expulsant ce matin. Quelle condition? De quoi parles-tu? Sa voix s'est élevée brusquement. Peut-être devrions-nous continuer cette conversation à l'intérieur, ai-je suggéré, consciente que l'équipe de sécurité était témoin de ce drame familial. Thomas a reculé, nous permettant d'entrer. L'équipe de sécurité est restée professionnellement distante, se concentrant sur leurs tâches techniques, tandis que Thomas et moi nous dirigions vers le bureau. Explique-toi, a-t-il exigé une fois la porte fermée derrière nous. Le testament de grand-père stipulait que tu devais subvenir à mes besoins, y compris me laisser vivre ici. En me mettant à la porte, tu as violé les termes de l'héritage. J'ai gardé ma voix calme, énonçant des faits plutôt que des accusations. Le visage de Thomas est devenu pâle alors que les implications s'imposaient à lui. C'est impossible. Harold aurait mentionné quelque chose d'aussi important pendant la lecture. C'était dans le document complet, que tu n'as pas pris la peine de lire, ai-je répondu. Nous avons une réunion avec Harold demain à 10 heures pour discuter de tout officiellement. Pendant un instant, Thomas a semblé se dégonfler sous mes yeux. Puis son expression s'est durcie. C'est une sorte de piège.
Toi et ce vieil avocat avez manigancé ça ensemble. Le testament a été rédigé et notarié il y a des mois, ai-je dit. Grand-père savait exactement ce qui se passerait. Il t'a donné une chance de faire ce qu'il fallait, et tu as échoué en moins de 24 heures. Le chef de l'équipe de sécurité a frappé poliment avant d'entrer. Excusez-moi, mademoiselle Stewart. Les serrures extérieures ont été changées. Où souhaitez-vous que les nouvelles clés soient livrées? Thomas a fixé l'homme, puis m'a regardé, la réalité de la situation pénétrant enfin son déni. C'est ma maison, a-t-il insisté, mais sa voix manquait de conviction. Plus maintenant, ai-je dit simplement. Je vais prendre les clés maintenant. Merci. Alors que l'agent de sécurité me tendait le trousseau de clés, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, mon père ayant l'air complètement perdu. L'arrogance qu'il avait définie tout au long de ma vie avait disparu, remplacée par la prise de conscience naissante qu'il s'était piégé lui-même. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-il dit, mais cela ressemblait plus à une question qu'à une affirmation. Je n'ai pas fait ça, ai-je répondu doucement. C'est toi qui l'as fait. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau d'Harold avec 15 minutes d'avance, l'estomac noué. Bien qu'ayant légalement le dessus, je me sentais toujours intimidé à l'idée d'affronter mon père. Des années à chercher son approbation m'avaient conditionné à me sentir diminué en sa présence. Vous ressemblez tellement à votre mère, a observé Harold en me conduisant à la salle de conférence. Elle avait la même force tranquille. La comparaison a renforcé ma confiance. J'entendais rarement parler de ma mère, et ce lien me semblait significatif en ce moment de confrontation. La salle de conférence comportait une grande table en chêne avec des chaises en cuir et un écran mural. Harold avait installé un ordinateur portable connecté à un projecteur. William a enregistré ses messages il y a tout juste 2 mois, a-t-il expliqué. Il a été très précis sur l'ordre de visionnage. À 10 heures précises, Thomas est entré, accompagné d'un homme aux traits acérés dans un costume coûteux. Voici Richard Dalton, mon avocat, a-t-il annoncé sans préambule. Harold a hoché la tête courtoisement. Bonjour, maître Dalton. Je dois vous informer qu'il ne s'agit pas d'une négociation ou d'une procédure judiciaire, mais d'une affaire de famille comme spécifié dans le testament de William Stewart. Votre présence n'est pas interdite, mais elle ne changera pas l'issue de la réunion d'aujourd'hui. Thomas a pris un siège juste en face de moi, son expression un masque prudent. Le choc d'hier avait disparu, remplacé par un calme calculé. Jolene, ce malentendu peut être résolu facilement, a-t-il commencé. Je suis prêt à te permettre de rester dans la maison d'amis pendant que nous réglons un arrangement convenable. Il n'y a pas de malentendu, est intervenu Harold. Les termes du testament étaient très clairs, et Thomas les a violés en moins d'1 jour après la lecture initiale. Avant de discuter d'éventuels arrangements, William a demandé que vous visionniez tous les deux ces messages. Harold a baissé les lumières et a lancé la première vidéo. Le visage de mon grand-père est apparu à l'écran, me serrant la gorge d'émotion. Il était assis dans son bureau, l'air plus fragile que dans mon souvenir, mais avec la même intensité au regard clair qu'il avait caractérisé toute sa vie. Thomas William, a-t-il commencé, s'adressant directement à son fils. Si tu regardes ceci, c'est que tu as fait exactement ce que j'avais prédit. Tu as mis Jolene à la porte, maintenant que tu crois avoir sécurisé ton héritage. Mon père s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Je t'ai vu courir après la richesse toute ta vie, croyant qu'elle t'apporterait la satisfaction qui t'a toujours échappé. L'entreprise n'a jamais été suffisante. La maison n'a jamais été suffisante. Aucune somme d'argent n'a comblé le vide que je voyais en toi. William a fait une pause, son expression s'adoucissant légèrement. Je t'ai donné un dernier test, mon fils. Une occasion de démontrer que la famille comptait plus pour toi que la fortune. Tout ce que tu avais à faire était de partager ton abondance avec ta fille, la seule enfant que tu auras jamais. Au lieu de cela, tu lui as montré la même froideur que tu as affichée tout au long de sa vie. L'avocat de Thomas griffonnait furieusement des notes, tandis que le visage de mon père devenait de plus en plus rouge. J'ai bâti Stewart Construction à partir de rien, a continué William. Mes mains ont saigné en posant les premières fondations. J'ai travaillé aux côtés de chaque équipe jusqu'à ce que mon corps ne le permette plus. Je n'ai pas bâti cet héritage pour qu'il devienne un monument à la cupidité. Le silence s'est fait complet dans la pièce alors que William se penchait plus près de la caméra. L'entreprise appartient maintenant à Jolene, tout comme la maison et tous les actifs associés. Ce n'est pas une punition, Thomas.
C'est la conséquence naturelle de tes choix. Tu as toujours valorisé l'argent au-dessus des relations. Maintenant, tu n'as ni l'un ni l'autre. La vidéo s'est terminée, laissant un lourd silence dans son sillage. Thomas fixait l'écran vide, son expression indéchiffrable. Il y a aussi un message pour Jolene, a dit Harold doucement, en lançant la deuxième vidéo. Mon grand-père est apparu de nouveau, son expression beaucoup plus chaleureuse cette fois. Ma très chère Jolene, a-t-il commencé, faisant immédiatement monter les larmes à mes yeux. Si tu regardes ceci, alors tout s'est passé comme je l'avais prévu. Je suis désolé pour la douleur que Thomas t'a causée, mais pas surpris par cela. William a souri doucement. Tu m'as montré ce que signifie la vraie famille par tes actions, pas seulement par tes mots. La façon dont tu as pris soin de moi dans mes derniers mois était un cadeau que je ne pourrai jamais te rendre, mais je peux assurer que ton avenir est sécurisé. Il s'est penché en avant, ses yeux semblant me regarder directement. Stehard Construction est maintenant à toi. Ne sois pas intimidé par cette responsabilité. Tu as une compréhension naturelle des gens que Thomas n'a jamais possédée. L'entreprise a autant besoin de ton cœur que de ta tête. Mon grand-père a brandi une photo encadrée. J'ai reconnu une photo de ma mère et moi quand j'avais environ 5 ans. Sarah serait si fière de la femme que tu es devenue. Dirige avec compassion, Jolene, mais ne confonds jamais cela avec la faiblesse. Tu es plus forte que tu ne le penses. Alors que la deuxième vidéo se terminait, j'ai essuyé les larmes de mes joues. Thomas était assis, immobile, son avocat lui chuchotant urgemment à l'oreille. Harold a rallumé les lumières. Il y a une dernière partie au message de William, une lettre adressée à vous deux. Il a sorti une enveloppe de son portefeuille et a brisé le sceau. William a demandé que ceci soit lu à voix haute en votre présence. La lettre était brève mais puissante. Thomas et Jolene, bien que la propriété légale de l'entreprise et des actifs appartiennent désormais uniquement à Jolene, je laisse une voie de réconciliation. Si Thomas démontre un changement sincère et contribue de manière significative à l'entreprise sur une période d'au moins 2 ans, Jolene pourra, à sa seule discrétion, envisager de partager une partie de la propriété avec lui. Cette décision appartient entièrement à Jolene et doit provenir d'une relation authentique, et non d'une obligation ou d'une manipulation. Harold a plié la lettre et l'a remise dans l'enveloppe. Ceci conclut les dernières communications de William. Un silence inconfortable a rempli la pièce. L'avocat de Thomas lui a chuchoté autre chose, mais il a fait taire l'homme d'un geste. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvienne, mon père avait l'air vaincu. Cela ne peut pas être légal, a-t-il finalement dit, mais la conviction avait quitté sa voix. Je vous assure que c'est entièrement légal, a répondu Harold. Les conditions étaient clairement énoncées dans le testament que vous avez choisi de ne pas lire entièrement. Mon bureau a déjà déposé les documents nécessaires pour transférer tous les actifs à Jolene, avec effet à compter d'hier après-midi lorsque vous avez violé les termes. Thomas s'est tourné vers moi, son expression passant de la colère à quelque chose ressemblant au désespoir. Jolene, sois raisonnable. Je suis ton père. Cette entreprise est dans mon avenir depuis des décennies. Tu ne connais rien à la gestion d'une entreprise de construction. Je peux apprendre, ai-je répondu simplement. Grand-père croyait que je le pouvais. J'ai fait une erreur hier, a concédé Thomas, son ton changeant pour un que je ne lui avais jamais entendu, presque suppliant. J'étais submergé par le chagrin et je ne pensais pas clairement. Nous pouvons arranger ça en famille. Famille, ai-je répété, le mot ayant un goût amer sur ma langue. Tu ne m'as jamais traité comme de la famille. Même quand maman se mourait, tu étais distant. Grand-père m'a élevé pendant que tu courais après les contrats. Hier n'était pas un égarement momentané. C'était cohérent avec la façon dont tu m'as toujours traité. Thomas s'est penché en avant, changeant de tactique. Je peux changer. Je vais te le montrer. Laisse-moi revenir dans la maison d'amis, et nous pourrons diriger l'entreprise ensemble, père et fille, comme cela aurait dû l'être depuis le début. Sa transformation soudaine était si transparente qu'elle aurait pu être comique dans d'autres circonstances. L'homme qui m'avait froidement dit que j'étais inutile 24 heures plus tôt jouait maintenant le rôle d'un père attentionné. Je ne pense pas que ce serait approprié pour le moment, ai-je dit prudemment. J'ai besoin de temps pour comprendre l'entreprise et m'établir en tant que nouvelle propriétaire sans confusion sur le leadership. Tu fais une erreur, a averti Thomas, un éclair de sa vraie nature perçant à travers la façade. Le conseil d'administration me respecte. Les clients me connaissent. Ils ne t'accepteront pas, Harold est intervenu en douceur.
En fait, j'ai parlé au conseil d'administration ce matin. Ils ont été informés de la transition et ont exprimé leur plein soutien à Jolene. William avait discuté de cette éventualité avec chacun d'eux individuellement au cours de la dernière année. Cette révélation a semblé ébranler Thomas plus que tout le reste. Il a tout planifié. Il espérait que ce ne serait pas nécessaire, a corrigé Harold. Mais oui, il s'est préparé minutieusement à tous les scénarios. Thomas s'est levé brusquement. Ce n'est pas fini. Je vais contester le testament. Vous êtes libre d'essayer, a répondu calmement Harold. Cependant, je dois mentionner que William a inclus une clause de non-contestation. Toute contestation judiciaire déclenche automatiquement la perte totale de la disposition vous permettant de potentiellement regagner une partie de l'entreprise par des efforts de bonne foi. L'avocat de mon père a posé une main sur son bras pour le retenir. Nous devrions discuter des options en privé, Thomas. Alors qu'il se préparait à partir, j'ai retrouvé ma voix. Papa, ai-je dit, utilisant le terme malgré son étrangeté, grand-père t'a laissé un chemin de retour si tu le veux. Non pas pour tout contrôler, mais pour faire partie de l'héritage qu'il a bâti. Cette opportunité est réelle, mais seulement si ton changement est réel aussi. Thomas s'est arrêté à la porte, le dos tourné. Pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait répondre avec quelque chose de sincère. Au lieu de cela, il a redressé les épaules et est sorti sans un autre mot. Harold a attendu que la porte se ferme avant de parler. Cela s'est passé à peu près comme prévu. Votre grand-père avait prédit que Thomas tenterait de contester le testament avant d'envisager la voie de la réconciliation. Va-t-il vraiment le contester? Ai-je demandé. Il peut essayer, mais il ne peut pas gagner. William et moi avons créé un document blindé, et les actions de Thomas hier ont fourni une violation immédiate et documentée des termes. Harold a rassemblé ses papiers. Maintenant, devrions-nous discuter de votre transition à la direction de l'entreprise? Il y a beaucoup de choses à revoir. Alors que nous nous dirigions vers le bureau d'Harold pour commencer à planifier mon avenir inattendu, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, de la tristesse pour ce qui aurait pu être avec mon père, de la gratitude pour la prévoyance de mon grand-père, et quelque chose d'inattendu, une confiance croissante que j'étais peut-être plus préparé pour cette responsabilité que je ne l'avais cru au départ. William m'avait confié son héritage. Maintenant, je devais me montrer digne de cette confiance. Le poids des clés est différent lorsqu'elles représentent non seulement une maison mais aussi un héritage. En déverrouillant la porte d'entrée de la maison de mon grand-père, désormais légalement mienne, le grincement familier des gonds m'a souhaité la bienvenue. La première nuit seule dans la vaste propriété fut à la fois réconfortante et déroutante. J'ai dormi dans ma chambre d'enfant plutôt que de réclamer la suite parentale, ayant besoin de l'étreinte d'un environnement familier. Le matin a apporté un flot d'appels et de courriels, la plupart exprimant des félicitations pour mon nouveau poste de PDG de Steuart Construction. Certains étaient sincères, venant d'employés qui me connaissaient depuis l'enfance. D'autres portaient un scepticisme à peine voilé sur mes capacités. Je les ai tous sauvegardés, prenant des notes mentales sur les alliés et les défis potentiels à venir. Ma première semaine en tant que propriétaire de l'entreprise a été un cours intensif en gestion de la construction. J'ai passé des heures avec les chefs de service à examiner les projets en cours et les états financiers. Les nuits étaient consacrées à l'étude des rapports de l'industrie et de l'histoire de l'entreprise. William avait bâti une organisation solide avec une équipe de direction forte, rendant ma courbe d'apprentissage moins abrupte qu'elle aurait pu l'être. Thomas a fait sa première tentative de réconciliation exactement 7 jours après notre réunion dans le bureau d'Harold. Il est arrivé à l'improviste à la maison, portant une bouteille de vin coûteuse et arborant une expression d'humilité étudiée. J'ai pensé que nous pourrions parler, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. De père à fille. Je l'ai invité dans le salon mais n'ai pas ouvert son vin. De quoi veux-tu discuter? J'ai réfléchi au message de William, a-t-il commencé, se perchant inconfortablement sur le bord du canapé. Peut-être que j'ai été trop concentré sur les aspects commerciaux de la vie. Peut-être, ai-je fait l'écho, attendant qu'il continue. J'aimerais une autre chance, a dit Thomas, se penchant en avant avec ferveur. Pour être le père que j'aurais dû être, pour te guider dans la gestion de l'entreprise. Sa performance était presque convaincante. La légère tension autour de ses yeux était le seul indice que ses paroles étaient tactiques plutôt que sincères. J'apprécie l'offre, ai-je répondu prudemment. Mais je pense que nous devons établir une confiance avant de discuter de tout arrangement commercial. Peut-être pourrions-nous commencer par des dîners de famille réguliers, complètement séparés des affaires de l'entreprise.
Le sourire de Thomas a légèrement vacillé. Bien sûr, bien que mon expertise serait précieuse pendant cette période de transition. Le contrat Jefferson à lui seul nécessite une gestion délicate. Et voilà. Le véritable but de sa visite, révélé. Le contrat Jefferson était le plus grand projet en cours de l'entreprise, valant des millions de revenus. La situation Jefferson est gérée, les jeux assurés. J'ai rencontré Robert Jefferson hier. Nous avons restructuré le calendrier pour tenir compte de leurs ajustements budgétaires. Thomas ne pouvait cacher sa surprise. Tu as rencontré Bob personnellement? Il prend rarement des rendez-vous avec quiconque en dessous du niveau exécutif. Apparemment, il a fait une exception pour la petite fille de William. Je n'ai pas mentionné que la réunion s'était exceptionnellement bien passée, Jefferson exprimant son soulagement de traiter avec quelqu'un qui valorisait les relations plutôt que les marges de profit immédiates. Notre conversation s'est poursuivie sur ce ton, avec Thomas faisant des ouvertures de connexion familiale qui revenaient inévitablement à des avantages commerciaux. Après 1 heure, il est parti avec des promesses de m'appeler bientôt pour ce dîner de famille. Nous savions tous les deux qu'il ne le ferait pas. Au cours des semaines suivantes, Thomas a essayé différentes approches. Parfois, il se montrait vulnérable, faisant allusion à des problèmes de santé ou à la solitude. D'autres fois, il arrivait avec des contacts professionnels, tentant de tirer parti de leur présence pour accéder aux opérations de l'entreprise. Une fois, il a même apporté de vieilles photos de famille, une tentative transparente de manipuler mes émotions. Chaque visite suivait le même schéma, une chaleur initiale suivie de tentatives de plus en plus évidentes de reprendre le contrôle de l'entreprise. Chaque fois, je maintenais des limites tout en laissant la porte ouverte à une relation sincère, comme mon grand-père l'avait souhaité. Pendant ce temps, je trouvais mes marques chez Steuart Construction. Mon expérience en marketing s'est avérée étonnamment précieuse alors que nous étendions notre présence numérique et modernisions nos communications avec les clients. L'équipe de direction, autrefois méfiante, a commencé à m'apporter directement les problèmes, constatant que ma perspective offrait souvent des solutions nouvelles. 3 mois après avoir hérité de l'entreprise, j'ai pris ma première décision majeure, créer la fondation William Stewart, dédiée à la formation professionnelle des jeunes défavorisés. La fondation créerait des voies vers des carrières dans la construction tout en honorant la croyance de mon grand-père en l'égalité des chances pour tous. L'annonce a suscité une presse positive et l'attention de l'industrie. Thomas est apparu à l'événement de lancement sans y être invité, se positionnant près de moi lors des séances de photos comme s'il avait été impliqué dans la planification. Je n'ai pas corrigé les journalistes qui supposaient qu'ils soutenaient l'initiative, choisissant de me concentrer sur la mission de la fondation plutôt que sur la politique familiale. Ce soir-là, alors que l'événement touchait à sa fin, Thomas m'a approché au bar. « Bien joué avec la fondation », a-t-il dit, faisant signe pour un scotch. « Bonne publicité. » Ce n'est pas une question de publicité, ai-je corrigé. Il s'agit d'honorer les valeurs de grand-père. Thomas m'a étudié par-dessus le bord de son verre. Tu y crois vraiment, n'est-ce pas? Que les affaires peuvent être plus qu'une question de profit. J'y crois, ai-je répondu en soutenant son regard, et grand-père aussi. Quelque chose a changé dans l'expression de Thomas à ce moment-là, une lueur de reconnaissance qu'il avait peut-être fondamentalement mal compris quelque chose d'important sur l'héritage de William. Il t'a laissé plus que l'entreprise, n'est-ce pas, a dit Thomas doucement. Il t'a laissé sa perspective. C'était la chose la plus sincère que mon père ait dite depuis le transfert de l'héritage. Pendant un instant, j'ai entrevu la possibilité de ce qu'aurait pu être notre relation dans d'autres circonstances. Oui, ai-je reconnu. Et ça vaut plus que les 56 millions de dollars. Thomas a hoché lentement la tête, a fini son verre en silence et est parti sans son habituel discours pour s'impliquer dans l'entreprise. Il s'écoulerait 3 semaines avant que je n'aie de ses nouvelles. Pendant ces semaines, j'ai pris une autre décision importante. Après mûre réflexion, j'ai créé un fonds fiduciaire modeste pour Thomas, lui assurant un niveau de vie confortable sans contrôle sur les actifs de l'entreprise. Harold me l'a déconseillé sur le plan juridique mais m'a soutenu personnellement. Votre grand-père approuverait votre compassion, m'a dit l'avocat âgé. Faites juste attention à ce que cela ne soit pas pris pour de la faiblesse. Quand Thomas a appris l'existence du fonds, sa réaction m'a surprise. Plutôt que de le voir comme une ouverture pour négocier plus, il l'a accepté avec une dignité tranquille. Notre rencontre suivante a eu un ton différent, moins calculateur et plus réfléchi. Progressivement, au cours des mois suivants, quelque chose ressemblant à une relation sincère a commencé à se former entre nous.
C'était fragile et souvent maladroit, construit sur des conversations timides sur des sujets neutres. Thomas a parlé de sa propre enfance pour la première fois, révélant des complexités dans sa relation avec William que je n'avais jamais envisagées. Un an après avoir hérité de Stuart Construction, j'ai invité Thomas à rejoindre un conseil consultatif nouvellement formé aux côtés d'experts de l'industrie et de leaders communautaires. Le poste comportait du prestige mais une autorité limitée, un pas vers l'inclusion sans compromettre la direction de l'entreprise. Merci pour cette opportunité, a-t-il dit lorsque j'ai étendu l'offre. Je ne te décevrai pas, je l'espère, ai-je répondu honnêtement. Grand-père voulait que tu aies un chemin de retour. Ceci fait partie de ce chemin, la guérison entre nous est restée incomplète, et le serait peut-être toujours. Certaines blessures laissent des cicatrices permanentes, mais le chemin parcouru depuis ce renvoi cruel le lendemain des funérailles jusqu'à notre collaboration actuelle et prudente représentait une croissance que ni l'un ni l'autre n'avions cru possible. Quant à Stuart Construction, l'entreprise a prospéré sous ma direction. Nous avons maintenu les valeurs fondamentales que William avait établies tout en nous développant dans les pratiques de construction durable et les projets de développement communautaire. La Fondation William Stewart a grandi pour soutenir des dizaines d'étudiants chaque année, créant un vivier de travailleurs talentueux et dévoués qui ont apporté une énergie nouvelle à l'industrie. Le changement le plus profond, cependant, s'est produit en moi. La jeune fille qui avait désespérément cherché l'approbation de son père était devenue une femme sûre de son propre jugement. L'incertitude que j'ai ressentie en héritant de l'entreprise s'était transformée en une confiance tranquille. J'ai honoré l'héritage de mon grand-père non pas en le préservant tel quel, mais en le faisant évoluer avec réflexion. 2 ans jour pour jour après la mort de William, j'ai visité sa tombe seule. La simple pierre tombale portait son nom et les dates de sa vie, ainsi que les mots qu'il avait choisis, la vraie richesse se mesure aux vies touchées, non aux dollars gagnés. Tu avais raison sur tellement de choses, lui ai-je dit, en plaçant des roses fraîches à côté de la pierre. Sur l'entreprise, sur papa, sur moi. La brise d'automne a brui dans les arbres voisins, dispersant des feuilles dorées sur le cimetière. Dans ce moment paisible, j'ai ressenti une profonde gratitude pour la dernière leçon de mon grand-père, peut-être la plus importante de toutes, que la vraie famille se définit par l'amour et le respect, pas seulement par le sang ou les documents légaux. L'héritage qu'il m'a laissé était bien plus que de l'argent ou des biens. C'était la compréhension que la façon dont nous traitons les autres révèle notre véritable caractère. C'était le courage de rester ferme dans mes valeurs même face à la manipulation ou au rejet. Et c'était la sagesse de reconnaître que le pardon n'exige pas l'oubli, mais qu'il permet de nouveaux commencements. En retournant à la maison qui était maintenant vraiment la mienne, j'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle la vie peut changer. En seulement 24 heures, j'étais passé de sans-abri à propriétaire d'une entreprise de 56 millions de dollars. Mais la véritable transformation avait pris plus de temps et était allée plus loin que n'importe quel transfert légal d'actifs. J'avais appris que parfois, tout perdre est le seul moyen de découvrir ce qui compte vraiment. Et cette leçon était le plus grand héritage de tous. J'espère que cette histoire a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un vous a sous-estimé, pour le regretter plus tard? Ou peut-être avez-vous eu un membre de votre famille qui vous a appris d'importantes leçons de vie par ses actions plutôt que par ses mots? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si elle a touché votre cœur. Je suis reconnaissante à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'écouter mon parcours, et j'ai hâte de me connecter à travers vos histoires également.